Ce matin-là, à Paris, le froid mordait les joues, et même les feuilles sur l'esplanade du palais de justice semblaient hésiter à bouger. Au centre de cette brume silencieuse, Lucie avançait d'un pas tranquille, mais décidé. Son cœur, vibrant d'une force calme, bien éloigné de toute recherche de reconnaissance. Derrière les grandes portes grises, elle dessinait une trajectoire précise sur le sol en marbre, laissant derrière elle la trace de sa dignité. Ce n'était pas l'ambition qui la guidait, mais plutôt la certitude d'être à sa place, là où tant d'autres cherchaient à effacer leur propre présence dans la foule constante du centre-ville. Autour d'elle, l'atmosphère semblait suspendue. Le bruit diffus de la ville et la routine effrénée du matin ne parvenaient pas à percer la bulle qui l'accompagnait. Les agents de sécurité présents ce jour-là, habitués à vérifier badge sur badge, ne connaissaient ni son nom ni sa fonction. Ils voyaient juste une silhouette inhabituelle, une étrangère à leur quotidien, et cela suffisait pour éveiller leurs suspicions. Certains échangeaient un regard rapide, d'autres fronçaient les sourcils, comme si Lucie était une erreur à effacer. Les regards méfiants s'ajoutaient aux blessures accumulées au fil du temps, la plupart jamais vraiment refermées. Lucie était consciente de ces barrières invisibles, mais elle les traversait sans hésiter. Elle savait que pour beaucoup, la première impression suffisait. La différence, réelle ou supposée, épuisait déjà la patience de ceux qui pensaient veiller sur la propreté du lieu. Au fond, ce n'était pas juste des procédures, c'était l'affichage quotidien d'un système où l'on tolérait à peine ce qui sortait un peu de l'ordinaire. Mais Lucie ne ralentit pas. Elle salua un jeune gardien qui, surpris, répondit par un signe de tête hésitant. Sa présence bousculait les habitudes, et ce simple échange valait plus que toutes les paroles officielles. En franchissant le dernier contrôle, elle sentit ce mélange étrange de tension et d'opiniâtreté qu'on ne partage jamais vraiment avec les autres. À chaque pas, elle rappelait, sans rien dire, qu'on n'a pas besoin d'être bruyant pour être là, ni de porter une étiquette pour exiger le respect. La ville continuait autour d'elle, ignorant tout de ce combat silencieux, mais Lucie, elle, savait ce qu'elle venait défendre. En s'approchant du portique de sécurité, Lucie remarqua immédiatement que l'atmosphère changeait. C'était subtil mais réel, une sorte de tension à la fois ancienne et nouvelle. Au premier plan, il y avait Denis, l'agent principal responsable ce matin-là, connu pour son autorité rugueuse et sa façon d'occuper tout l'espace autour de lui. Il avait ce regard distant, presque glacial, et chaque mot qu'il prononçait trahissait un mélange d'indifférence et de mépris, comme s'il voulait rappeler à tous qui commandaient dans cette partie du bâtiment. Au lieu de s'adresser à Lucie, comme il aurait pu le faire avec n'importe quel autre membre du personnel, Denis transforma l'interaction en épreuve. Il la détailla de la tête aux pieds, sans vraiment cacher sa désapprobation, puis tourna la tête vers les jeunes employés qui attendaient derrière. Eux, souvent déjà peu sûrs d'eux-mêmes dans cet espace feutré, choisirent de détourner les yeux, complices involontaires d'une ambiance inconfortable où personne ne savait trop comment réagir. On aurait dit que leur malaise flottait dans l'air, comme si la gêne de Lucie risquait de les contaminer rien qu'en la regardant. Calmement, Lucie sortit alors le badge fédéral qu'elle portait, celui de la Cour d'appel de Paris, et le présenta sous la lumière froide du spot au-dessus du guichet. La brillance du plastique officiel, ses lettres dorées, tout témoignait de sa légitimité et de son droit d'accès, chose que personne ici n'avait le pouvoir de lui contester. Mais Denis, au lieu de simplement la laisser passer comme il l'aurait fait pour d'autres, ignora ostensiblement le badge. Il le lui arracha des mains d'un geste sec, presque brutal, et laissa planer une tension ouverte, installant le doute sur la validité même de ce symbole de pouvoir. C'était comme si, à ses yeux, le droit de Lucie à se tenir là devait être validé par sa propre volonté à lui. La situation, pourtant claire, se transformait sous la pression subtile de gestes et de regards, en mettant en scène la vieille danse du contrôle et de la défiance. Lucie sentit ce frisson familier, ce double sentiment d'être à la fois
chez soi et étrangère, obligée de rappeler sans cesse qu'elle n'était pas là pour défier, mais juste pour exercer ce pourquoi elle s'était tant battue. Tirée à l'écart des regards habituels, Lucie sentit la main ferme de Denis la guider, presque la pousser, vers un couloir mal éclairé du palais de justice. Autour d'eux, le tumulte de Paris était devenu lointain. Seul restait ce silence étrange, presque oppressant, à mesure que les bruits du grand hall s'évanouissaient derrière la porte épaisse qui se refermait. Elle comprit en un instant que ce qui se passait ici n'était pas nouveau. Il y avait dans l'air ce sentiment de déjà-vu, de théâtre répété 1000 fois, où tout espoir semblait devoir rester dehors. Ils entrèrent dans une petite pièce froide, à peine meublée. Au centre, une chaise métallique nue l'attendait, entourée d'instruments rangés sur une table, des ciseaux, une tondeuse, quelques objets dont la présence semblait presque menaçante. Rien sur les murs, pas la moindre fenêtre, juste cette lumière blanche, presque crue, qui n'autorise ni recoin ni mensonge. Il y avait dans l'air un silence lourd, témoin muet de tout ce qui avait pu se passer ici, loin des regards, et que personne n'ose vraiment nommer. Denis, sans un mot, montra la chaise d'un geste sec. Lucie s'assit, le dos droit, déterminée, à ne rien laisser transparaître de ce qui se jouait à l'intérieur. Pourtant, chaque geste alors, la main qui attrape la tondeuse, le bourdonnement sourd, la pression froide sur sa nuque, lui rappelait que ce n'était pas juste une question d'apparence. C'était un acte de pouvoir, presque un rite, mural où l'on tentait d'enlever plus qu'une simple mèche de cheveux. Quand les lames passèrent, ce n'était pas seulement ses cheveux qu'elle coupait, mais tout ce qu'ils représentaient, ces années de persévérance, d'affirmation, d'effort et d'espoir. Au sol, chaque petite mèche tombée semblait peser autant que le silence de tous ceux qui avaient, un jour ou l'autre, détourné les yeux face à l'injustice en cours. Mais Lucie, elle, ne pleura pas. Elle resta droite, fière, même quand tout incitait à se recroqueviller. Il n'y avait ni cris ni larmes, simplement cette douleur froide, profonde, la preuve brutale que parfois l'injustice ne prend rien de matériel, mais parvient tout de même à blesser, encore et encore. Lucie resta immobile et droite, même au moment où les lames poursuivaient leur œuvre, imperturbable malgré la cruauté du geste. Chaque mèche de cheveux tombait au sol lentement, presque solennellement, comme si un morceau d'histoire s'effritait à chaque seconde. Pourtant, ce n'était pas de la résignation. Sa posture, ferme, montrait une sorte de force contenue. Elle refusait d'accorder à Denis et à ceux qui riaient dans l'ombre la satisfaction d'assister à sa détresse. Le souffle calme. Elle fixait un point invisible devant elle, déterminée à ne pas laisser la douleur devenir spectacle. En face, Denis et les deux autres agents échangèrent des sourires satisfaits. Le premier, Gérard, lança une blague, persuadé que cet acte affirmait leur autorité sur ce lieu et sur elle. Les trois hommes, sûrs de leur pouvoir, semblaient amusés par leur propre cruauté, comme si humilier Lucie était une preuve supplémentaire de leur rôle indiscutable dans cette routine sécuritaire. Ils la voyaient déjà effacée, comme tant d'autres avant elle, persuadés que la peur et l'humiliation suffisaient à contenir quiconque tenterait de sortir du rang. Pourtant, sous la lumière dure, Lucie restait toujours droite. Elle savait, au fond, qu'endurer sans plier était aussi une façon de résister. Chaque mèche perdue sur ce carrelage glacé, loin d'un renoncement, devenait un signe que rien n'était fini. Ce que Denis interprétait comme de la soumission n'était qu'une étape silencieuse de plus vers l'affrontement à venir. Lucie pensait à toutes celles et ceux qui avaient été ramenés ici, dans ce couloir sans témoin, pour leur rappeler une prétendue hiérarchie qui, au fond, ne tenait qu'à la peur. Elle sentait naître en elle une colère tranquille, la certitude que ce moment, aussi humiliant soit-il, ne marquerait pas la fin de son histoire. Denis, sûr d'avoir restauré l'ordre qu'il chérissait tant, ne voyait rien du feu qui persistait dans le regard de Lucie. Il se détourna, convaincu d'avoir prouvé sa supériorité.
Mais déjà, dans ce couloir, quelque chose avait changé. L'humiliation ne tuerait ni la dignité, ni la volonté de Lucie. Au contraire, il ne s'agissait que d'une première défaite pour tous ceux qui pensaient que la violence suffisait à effacer la mémoire et le courage des autres. En sortant enfin de cette pièce où tout avait basculé, Lucie prit un court instant pour respirer profondément, cherchant à retrouver un peu de calme. Elle remit ses cheveux en place du mieux qu'elle pouvait, ou plutôt ce qu'il en restait, et s'avança pour récupérer son badge toujours posé sur la table. Sa main serra le plastique comme pour s'assurer qu'il n'avait pas perdu sa valeur malgré ce qui venait de se passer. Ce geste, simple en apparence, traduisait déjà une décision silencieuse. Il n'était pas question de reculer. Au lieu de s'effondrer, elle raffermit ses épaules et franchit le seuil. Le bruit de ses pas résonnait dans le couloir désert du palais de justice. Contrairement à plus tôt, chaque enjambée avait du poids, comme si l'écho racontait l'histoire de tout ce qu'elle venait de traverser. C'était lourd, intense, mais Lucie ne laissait rien transparaître d'autre qu'une détermination froide. Plus elle avançait, plus la colère, bien réelle, mais tenue en laisse, se transformait en une force toute neuve. C'était une rage froide, aiguisée par les années où elle avait appris à se relever, chaque fois qu'on l'avait repoussée dans l'ombre. Les agents de sécurité qui la croisaient à présent n'imaginaient pas ce qu'elle venait de vivre derrière ces portes closes. Ils détournaient parfois un peu les yeux, gardant leur routine mécanique, tandis qu'elle, droite, progressait, prête à faire face à tout ce que cet édifice pouvait lui imposer. Il n'y avait pas d'apitoiement, pas de larmes à sécher. Elle savait trop bien que le système ne tolère pas les plaintes, encore moins venant de ceux qui l'ignorent d'habitude. Mais en elle grandissait une énergie nouvelle. Ce n'était plus le sentiment d'être une victime, mais celui, inattendu, d'avoir récupéré un pouvoir qu'on croyait lui avoir volé. Ce couloir, anonyme pour beaucoup, était devenu le théâtre discret d'un bouleversement. Personne, ou presque, n'aurait su dire que dans la démarche assurée de Lucie, le pouvoir venait de changer de camp. La violence qu'elle avait subie n'allait pas l'éteindre. Au contraire, elle portait à chaque pas la promesse qu'elle ne laisserait pas cet acte impuni dans sa chair, ni dans sa mémoire. Pendant que Lucie traversait le grand hall en direction de la salle des assises, elle sentait des regards la suivre, certains furtifs, d'autres appuyés, oscillant entre la gêne et la curiosité. Ses cheveux coupés à la hâte trahissaient un passage violent, marquant une différence que personne n'osait vraiment nommer tout haut. Certains collègues chuchotaient à voix basse en la voyant passer, tentant d'évaluer s'il valait mieux détourner les yeux ou reconnaître, même d'un hochement de tête, ce qu'elle incarnait désormais. L'air paraissait lourd, chargé d'une tension que chaque pas de Lucie semblait encore amplifier. Le silence n'était pas ordinaire, mais celui d'un lieu qui sent le secret de longue date, où le moindre geste trop franc risquait de réveiller d'anciennes peurs. Lucie n'avait pas besoin de regarder autour d'elle pour comprendre qu'un inconfort diffus marquait les esprits. La réalité de la violence systémique ne laissait personne vraiment à l'aise, surtout quand la victime restait debout, digne, sous la lumière de midi filtrant à travers les hauts vitraux. Pour beaucoup ici, ce couloir de marbre avait déjà vu défiler le pouvoir, l'échec et des ombres plus épaisses que leur routine de magistrat ou d'avocat. Mais, ce jour-là, Lucie avançait vers autre chose qu'une audience banale. Au fond de la salle, plusieurs journalistes s'agitaient déjà, préparant caméras et carnets pour couvrir le procès de l'affaire Bastille, ce scandale qui avait éclaboussé la sphère politique et judiciaire dans toute la France. Depuis plusieurs semaines, l'opinion publique attendait la moindre étincelle. Le moindre détail inattendu pouvait littéralement bouleverser le paysage national. Lucie le savait. 2 ou 3 flashs crépitaient déjà à son entrée, et des regards avivés, avides de vérité, se posaient sur elle en silence. Pourtant, malgré la mise en scène, rien chez Lucie ne trahissait la peur ou la fatigue. Elle traversait la salle comme une tempête silencieuse. Derrière chaque respiration, il y avait toute la force d'années d'épreuves et de solitude. Ce matin,
Elle n'était pas seulement venue défendre un dossier, elle incarnait ce que beaucoup voulaient taire. Intérieurement, Lucie sentait qu'un tournant était proche et que son propre combat silencieux finirait par éclater bien au-delà du palais de justice, emportant avec lui le confort illusoire de ceux qui croyaient tout contrôler. Le choc parcourut toute la salle dès que Lucie franchit le seuil de la salle des assises. Personne n'était préparé à la voir arriver ainsi. Cheveux courts, visage marqué mais déterminé, chaque geste mesuré, révélant l'épreuve qu'elle venait de traverser. Les membres du public suspendirent leur discussion. Les avocats se figèrent, leurs dossiers immobilisés en pleine main, et même les greffiers cessèrent leurs allées et venues habituelles. Lucie ne détourna pas les yeux. Elle marcha tout droit, dos droit, vers le siège qui lui était réservé, celui de la magistrate appelée à présider cette audience décisive. Le silence tomba, aussi dense que le marbre sous leurs pieds. Lucie prit un instant sans se presser pour enfiler seule sa robe noire de juge. Ce simple geste avait quelque chose de solennel. Sous les flashs discrets, la robe n'était plus qu'un symbole de son autorité. Elle devenait pour elle une armure. Elle la ferma soigneusement, ses mains ne tremblant pas malgré tout ce qu'elle venait de subir. D'ordinaire, ce rituel passait inaperçu. Aujourd'hui, il prenait un sans particulier, une touche de victoire silencieuse sur ceux qui voulaient la soumettre. Parmi les présents, nul n'osait reprendre la parole. Les rumeurs, les doutes, les commentaires à voix basse disparurent soudain. Même Denis, resté au fond de la salle, sentit son arrogance s'effriter sous le poids de ce nouvel ordre. Il tenta d'éviter le regard de Lucie, gêné par sa propre certitude de peu plus tôt. Il comprenait désormais que le pouvoir n'était pas une question de force brute ou de hiérarchie, mais tenait à cette capacité de résister, de tenir debout après la tempête. Lucie inspira calmement, ressentant comme jamais la salle, les regards, tout ce silence inventif. On n'entendait plus qu'une respiration à la fois, le grincement discret d'une chaise, le froissement d'un dossier, rangé un peu trop vite. Sans avoir besoin d'élever la voix, sans imposer sa force, elle sut imposer une évidence. Rien de ce qui venait de se passer ne l'avait brisée. Au contraire, elle venait d'inverser, sans un mot, la vieille logique qui avait trop longtemps dicté la vie au palais. Maintenant, tout le monde savait où était le véritable pouvoir, et ce simple silence valait toutes les proclamations du monde. Lucie, assise à la place du juge, prit la parole avec une voix posée, mais pleine d'assurance. Elle annonça l'ouverture de l'audience sur l'affaire Bastille, et tout dans sa façon de s'exprimer montrait qu'elle contrôlait la situation. Les mots qu'elle prononçait résonnaient fort, non seulement parce qu'ils fixaient les règles du jour, mais aussi parce qu'ils portaient la trace de ce qu'elle venait de traverser. Pour tous ceux présents, il était impossible d'ignorer la portée de son autorité. Chaque phrase rappelait, même silencieusement, qu'elle se relevait à peine d'une humiliation qui aurait pu briser n'importe qui d'autre. Très vite, les témoins furent appelés à la barre. On écouta des récits de victimes, de personnes ayant subi, dans ce même palais et parfois dans d'autres lieux de France, des méthodes aussi brutales que celles que Lucie venait d'endurer. Leurs voix, autrefois étouffées, se firent enfin entendre dans ce silence devenu respectueux. Les blessures passées remontaient, se racontaient avec pudeur, mais touchaient toute l'assemblée. Il n'y avait plus de place pour l'indifférence. Tous étaient obligés d'ouvrir les yeux et de regarder enfin ce qui avait toujours été mis sous le tapis. Pendant que les témoignages se succédaient, Denis essayait tant bien que mal de se faire oublier au fond de la salle. Il tripotait nerveusement ses doigts, oscillant sans cesse sur sa chaise. L'homme qui se sentait fort et intouchable quelques heures plus tôt se retrouvait transformé. La façade s'était fissurée, la honte et l'incertitude remplaçaient la sûreté affichée de son autorité. Chaque mot prononcé par Lucie ou les témoins semblait lui renvoyer en pleine figure l'image de ses propres actes. La salle observait tout. Personne ne parlait, mais chacun remarquait le malaise grandissant. Chez Denis,
son regard fuyant et sa posture effacée. Même ceux qui, par le passé, avaient préféré ignorer les abus ou détourner la tête, n'osaient plus soutenir Denis aujourd'hui. Le vieux système des petites dominations, jusqu'ici si bien gardé par la peur et le silence, montrait ses failles une à une, et Lucie, sans hausser le ton, sans vengeance, imposait par sa seule présence la fin de l'impunité. Quand la pause fut annoncée, la salle se vida peu à peu. Certains en profitaient pour aller prendre l'air sur les marches du palais de justice, d'autres restaient assis, songeurs, le regard perdu ou rivés sur leurs notes. Les conversations étaient rares, presque murmurées, comme si les voix craignaient d'ébranler encore ce qui venait d'être exposé en public. Seuls quelques agents et avocats demeuraient un peu figés, porteurs du malaise collectif laissé par les témoignages et le climat lourd. Lucie, elle, n'attendit pas longtemps. Elle demanda à voir Denis, mais cette convocation n'avait rien à voir avec le rôle d'une victime. Elle resta assise, droite, dans la grande salle désormais presque vide, et c'est Denis qui dut faire les quelques pas nécessaires pour venir lui faire face. Son air penaud contrastait vivement avec celui qu'il affichait le matin même. Lucie n'eut même pas besoin de parler fort. Tout, dans son attitude, imposait le respect. Elle sortit calmement le dossier posé devant elle, celui qui rassemblait tous les éléments qui allaient peser plus lourd que n'importe quelle défense. Sans un mot superflu, elle commença à lister les faits qui accablaient Denis. Les 12 plaintes, toutes passées sous silence, allaient maintenant être examinées au grand jour. Les dates, les descriptions, les noms et les conséquences, tout était là, noir sur blanc. Lucie présentait chaque preuve devant les rares témoins, restait dans la salle, refusant l'idée même d'un arrangement secret ou d'un oubli inconfortable. Denis s'effondrait de plus en plus. Ses épaules s'affaissaient, son visage pâlissait, les mains serrées, impuissantes. Ce moment n'avait rien d'un spectacle. Il ne s'agissait pas de chercher la vengeance ou d'offrir une scène à la foule. C'était la justice dans ce qu'elle a de plus brut, face à la vérité, sans rituel ni dérobade. Ceux qui assistaient à la scène n'osèrent même pas applaudir ou manifester une quelconque émotion. Ce n'était pas le moment de soulagement facile, ni de clamer une victoire. C'était, au contraire, une fissure profonde dans les habitudes d'impunité qui révélait une toute nouvelle manière de rendre des comptes, claire, simple et sans compromis. À cet instant précis, Lucie redonnait au mot « justice » toute sa force. Après avoir exposé toutes les preuves et relevé chaque silence complice, Lucie prit une décision nette, qui ne laissait place à aucune discussion. D'une voix calme mais impossible à ignorer, elle prononça la suspension immédiate de Denis. L'annonce tomba comme un couperet. Non seulement il était exclu de ses fonctions, mais une procédure officielle serait engagée contre lui de façon transparente et sans contournement possible. Cette décision, autrefois inimaginable au sein du palais de justice de Paris, venait marquer un tournant. Dans la salle, même les derniers à vouloir détourner les yeux comprirent qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Les règles du jeu venaient de changer. Quelques minutes plus tard, 2 gendarmes s'approchèrent de Denis pour l'escorter vers la sortie. Sans éclat ni brutalité, ils lui passèrent les menottes, le ramenant en silence vers le fond du couloir, d'où il espérait peut-être pouvoir disparaître. La scène était sobre, mais elle pesait de tout le poids de l'histoire. Au du lieu, personne dans la salle ne trouva la force ou le désir d'applaudir. Il n'y eut pas de cri de triomphe, pas d'exclamation soulagée. Ce silence, tendu mais respectueux, disait tout ce qu'on ne pouvait pas exprimer avec des mots. Le malaise général était palpable. Chacun, dans ce moment, prenait conscience de sa propre part dans le maintien d'un système où trop de choses avaient été passées sous silence. Le fait de voir Denis, cet homme dont la toute-puissance semblait éternelle, quitter la salle enchaînée, agissait comme un électrochoc. Plus personne ne pourrait prétendre n'avoir rien vu ni rien su. Les regards se croisaient, parfois furtivement, parfois intensément. La honte collective ne concernait pas seulement l'accusé, mais tous ceux et celles qui, par peur ou par habitude,
avait contribué à garder l'ordre établi. Pourtant, derrière ce malaise, une autre réalité grandissait peu à peu. En agissant ainsi, Lucie avait semé quelque chose de nouveau, dans la salle et bien au-delà, une intolérance fraîche à l'injustice, une envie de voir changer les mentalités. Ce qui venait de se produire ne resterait pas enfermé entre les murs du tribunal. La société, elle aussi, venait d'ouvrir un œil et il n'était plus question de se rendormir aussi facilement qu'avant. Après le départ de Denis, suspendu et placé sous enquête, l'atmosphère dans la salle des assises avait changé du tout au tout. Ce n'était pas l'agitation qu'on aurait pu attendre après un événement aussi fort, mais plutôt une tranquillité nouvelle, lourde de sens. Les gestes automatiques, ces petits rituels quotidiens faits sans y penser, semblaient avoir perdu leur place. On sentait que chacun hésitait avant de reprendre le moindre mouvement, comme si la salle attendait elle-même quelque chose de plus, quelque chose qui n'avait rien à voir avec une simple poursuite judiciaire ou une décision de justice classique. Les personnes présentes, magistrats, avocats, greffiers, gardaient le silence ou échangeaient à voix très basse, cherchant des mots adaptés à ce qu'ils venaient de vivre. La salle n'était pas vide, mais il y régnait ce genre de vide que l'on ressent quand une page se tourne pour de bon. Les coins de la pièce, habituellement remplis de va-et-vient ou de messes basses, semblaient suspendus, comme si l'air lui-même avait changé de densité. On aurait dit que chaque mur, chaque banc, attendait de voir ce que serait le prochain vrai geste, pas seulement la reprise d'une routine. Lucie, de son côté, était restée à sa place, immobile, tentant de reprendre pied au milieu des restes émotionnels de la journée. Le calme apparent cachait en elle un orage de pensées et de souvenirs, surtout ceux qui avaient ressurgi avec les témoignages entendus plus tôt. Cela lui faisait repenser à toutes les années pendant lesquelles on avait accepté la lenteur, du progrès en se consolant avec l'idée que tôt ou tard, la situation s'améliorerait. Mais là, ce qu'elle voyait, c'était la fin d'un confort trop longtemps entretenu par le silence, et elle sentait la force de ce bouleversement. À peu, des mains commencèrent à se lever timidement parmi les personnes présentes. Ce n'était pas une réaction bruyante ou l'éclat d'une révolution spectaculaire, mais plutôt une sorte de relâchement collectif. Les langues se déliaient enfin. Chacun, à sa manière, ressentait le poids de ce qui avait été caché et tu toutes ces années. Le changement, maintenant, ne venait plus de la seule autorité de Lucie, mais de ce mouvement intérieur, presque invisible, né de l'impossible qu'ils avaient vu tomber sous leurs yeux. Parmi les personnes encore assises, il y avait Caroline, une greffière toujours discrète, habituée à garder le profil bas et à accomplir ses tâches, sans attirer l'attention. Depuis des années, elle travaillait au palais de justice de Paris, effaçant sa présence au sein de la grande machine judiciaire. Ce jour-là, dans ce silence étrange et chargé, Caroline ne pouvait plus ignorer la part qu'elle-même avait prise dans tout ce qui s'était passé. Elle avait toujours pensé que rester neutre, simplement faire son travail, était suffisant, presque vertueux. Mais les récits entendus, les regards échangés, tout lui revenait soudain de façon brutale. Ne rien dire, c'était aussi participer. Elle repensa aux innombrables dossiers classés, aux remarques dérangeantes glissées dans les couloirs, à ces petites demandes d'aide muettes qu'elle avait parfois senties sans jamais leur donner suite. Toutes ces années, elle s'était persuadée qu'en étant discrète, elle était protégée, ou du moins qu'elle n'envenimait rien. Mais à ce moment précis, cette conviction s'effritait. Même la pseudo-neutralité avait un prix. Et ce prix, c'était la souffrance silencieuse des autres et le maintien d'une mécanique injuste au sein du tribunal. Caroline leva doucement les yeux vers Lucie, croisant son regard à travers la salle. Aucun mot ne fut échangé, mais ce simple échange de regards suffisait. Il y avait là, dans cet instant suspendu, un aveu partagé. L'inaction blesse aussi sûrement que la faute, même si la blessure est moins visible.
Les deux femmes comprenaient sans parler que reconnaître ce fait était le premier vrai pas vers quelque chose de différent. Ce n'était pas un pardon, ni une solution immédiate, mais un début honnête. Autour d'elles, d'autres prenaient conscience, chacun à sa façon, de tout ce qu'ils avaient eu ou laissé filer. Ceux qui plus tôt le matin étaient restés muets, convaincus que le problème ne les concernait pas, sentaient maintenant un pincement désagréable, comme un rappel douloureux dans la poitrine. Il ne s'agissait pas de s'accuser violemment, ni de tomber dans la honte, mais simplement de reconnaître une vérité collective. Le silence avait trop souvent protégé ce qui n'aurait jamais dû l'être, et ce jour-là, il ne serait plus possible de faire semblant de ne rien savoir. Quelques rangées plus loin, Paul, jeune stagiaire dans cette grande institution parisienne, observait tout avec une intensité peu commune. Jusqu'ici, il s'était senti protégé par une certaine invisibilité. Personne ne faisait attention à lui. Il se contentait de prendre des notes, de photocopier des dossiers et d'écouter sans s'impliquer. Mais le déroulement de cette journée le poussait brutalement hors de sa zone de confort. Chaque témoignage, chaque moment de silence lui avait fait ressentir un malaise physique, comme si le poids de l'indifférence collective lui tombait dessus d'un coup. Il comprenait que rester neutre dans un système qui permettait l'injustice, c'était aussi accepter d'y participer en silence. Peu à peu, la honte qu'il éprouvait de n'avoir jamais rien dénoncé prenait une nouvelle teinte. Elle devenait une sorte de moteur intérieur. Paul sentait naître en lui le besoin urgent de se racheter, non seulement pour ce qu'il avait vu ce jour-là, mais pour toutes les fois où il avait assisté à des propos déplacés ou des micro-agressions sans réagir. Sa passivité, auparavant, facilement justifiée par son statut de petit nouveau, ne lui semblait plus acceptable. Le désir de se rendre utile, de contribuer à réparer ce qui pouvait l'être, s'installait discrètement, mais sûrement. Non loin de là, Sophie, greffière depuis bientôt 15 ans, n'avait pas quitté Lucie des yeux. Depuis sa jeunesse, elle admirait la juge, non seulement pour son parcours, mais aussi pour sa façon d'aborder chaque personne avec respect, que ce soit au tribunal ou dans les couloirs. Ce jour-là, l'admiration qu'elle lui portait s'était transformée en quelque chose de bien plus grand. Voir Lucie faire face à tant de pression, assumer son vécu devant tous, et agir sans violence mais avec une détermination tranquille, avait ouvert une nouvelle voie dans l'esprit de Sophie. La juge était devenue à ses yeux un exemple vivant de ce que l'on pouvait accomplir quand le courage prenait le pas sur la peur. Ce n'était pas juste une question de justice institutionnelle. Ce qu'elle avait montré, c'était la capacité de transformer la douleur en force et d'inspirer un vrai changement autour de soi, même chez ceux qui se pensaient trop petits ou trop éloignés pour avoir un rôle à jouer. C'est à ce moment-là, alors que chacun digérait tant bien que mal les événements récents, que Marie, inspectrice envoyée par le ministère de la Justice, fit une arrivée remarquée dans la salle. D'un pas assuré mais sans arrogance, elle portait avec elle la solennité particulière des affaires d'État. À Paris, on connaissait son visage de loin. Elle intervenait souvent dans les cas où la neutralité et la rigueur n'étaient plus négociables. Ce matin-là, sa venue n'était pas prévue, mais personne ne fut vraiment surpris. Le climat avait de toute façon changé. Marie ne perdit pas de temps. Elle se présenta rapidement, puis annonça à voix claire que l'affaire ne serait plus traitée seulement par la juridiction locale. Elle prenait une dimension nationale. Les photos, les signalements, les plaintes cumulées étaient à présent répertoriés par le ministère lui-même, et même l'Élysée avait été mis au courant. Il ne s'agissait plus seulement d'une crise interne touchant le palais de justice de Paris, mais d'un scandale où la société tout entière avait un œil attentif. Les médias commençaient déjà à s'agiter et, dans les couloirs, on chuchotait que des représentants politiques se tenaient prêts à réclamer des réformes. Le geste de Marie, lorsqu'elle remit officiellement la convocation et la notification d'ouverture d'enquête élargie, fut presque automatique. Un simple dossier glissé entre les mains de la présidence du tribunal, un accusé de réception signé devant les témoins. Mais sous cette routine administrative,
semblait couver une énergie nouvelle. Chacun captait l'importance du moment. Le moindre mouvement, le claquement d'une porte, prenait des allures symboliques. On sentait que la justice française allait devoir regarder en face bien des vérités enfouies depuis trop longtemps. L'affaire qui, hier encore, n'aurait été qu'un incident gênant à contenir, devenait l'étendard d'une mobilisation inédite. Ceux qui, depuis tant d'années, avaient accepté la routine, commencèrent à rêver autrement. L'espoir se mêlait à une anxiété sourde devant l'ampleur du changement à venir. Les habitudes les plus enracinées paraissaient soudain menacées, prêtes à s'écrouler face à la vague de responsabilités partagées qui s'amorçait. La présence de Marie, symbole de contrôle mais aussi de renouvellement, jetait une lumière crue sur un quotidien jusque-là trop bien réglé pour le questionner. Pour Lucie, le début d'après-midi se déroula loin du tumulte des salles, réquisitionnées et du couloir agité par la presse. Elle s'était retirée dans son petit bureau, niché à l'étage supérieur du tribunal, endroit qu'elle gardait depuis des années comme un refuge discret. Sur sa table, un simple objet mettait ses pensées en tension, l'enveloppe scellée du syndicat de la magistrature, arrivée en fin de matinée. Ce courrier, dont elle n'osait pas encore briser le cachet, symbolisait à la fois l'encouragement et la pression d'un collectif, la promesse d'un soutien, mais aussi le rappel des responsabilités à venir. Avec la lumière douce de ce jour d'automne qui entrait timidement par la fenêtre, Lucie observait sa silhouette dans la vitre. Depuis la veille, elle avait pris la décision radicale de se raser la tête, un geste hybride, mélange entre volonté de rompre avec l'ancien et nécessité de ne plus se cacher. Ce reflet, celui d'une femme tout à fait différente de celle qu'elle croyait être au début de cette semaine, la questionnait. Son regard, plus déterminé qu'auparavant, témoignait du durcissement intérieur causé par l'épreuve et par les prises de position qu'elle avait dû assumer devant tous. Le silence du bureau donnait à chaque seconde le poids d'une réflexion profonde. Lucie se remémorait les événements de la matinée. La suspension, la vague de reconnaissance de l'omission collective, le passage de Marie et la signification d'une enquête nationale. À chaque souvenir, la sensation physique de ses blessures, aussi récentes que vives, lui rappelait que le courage n'efface pas tout d'un trait. C'était un mélange d'épuisement, de soulagement et d'inquiétude, alors même que l'avenir restait imprévisible. Son esprit oscillait entre l'envie de repli et l'appel vers quelque chose de plus large. C'est à ce moment que François, le président d'une association locale gravitant autour du tribunal, frappa à la porte. Connu pour son engagement, sa douceur naturelle et sa capacité à rassembler des personnes venant d'horizons variés, il pénétra dans la pièce, apportant avec lui l'air du dehors, un léger parfum de feuilles mouillées et de promesses partagées. Son regard franc et sincère ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Lucie comprit dès cet échange silencieux que ce qu'elle aurait à affronter ne se limiterait plus à sa seule vie ou à son propre destin, mais concernait à présent l'ensemble de la communauté. Quand François tendit la feuille à Lucie, ses doigts tremblaient légèrement, trahissant l'émotion derrière son apparente sérénité. Le document, à première vue tout simple, répertoriait bien plus que des prénoms et des dates. Il racontait une multitude d'existences mises en veille, de douleurs longtemps murmurées mais jamais entendues publiquement. La liste avait été assemblée grâce à des rencontres confidentielles, à des appels reçus sur un vieux téléphone d'association, à des courriels anonymes venus de divers quartiers de Paris. Il y avait là les noms d'hommes et de femmes, parfois de personnes disparues, tous liés par le fil discret du silence imposé par la peur ou la honte. Lucie sentit le poids particulier de la confiance que représentait ce partage. Dans la salle, entre les dossiers et le brouhaha quotidien, elle n'avait jusqu'alors perçu ces voix qu'à travers des allusions, parfois des rumeurs indistinctes. Mais voir les histoires couchées noir sur blanc, parfois accompagnées de quelques lignes maladroitement rédigées, donnait à ce combat une dimension humaine inédite.
Chacune des cicatrices évoquées dans les témoignages était un rappel de la nécessité d'agir, non plus à travers de simples règles ou procédures, mais avec la volonté d'aider à cicatriser une part de la communauté. Elle comprit que la lutte dépassait à présent son vécu personnel. Il s'agissait de réparer autant que de protéger, de donner une place à celles et ceux qui, depuis tant d'années, ne pouvaient compter que sur eux-mêmes et quelques âmes compatissantes. François, observant le visage de Lucie, devina ses doutes et son espoir mêlés. Lui aussi savait que cette feuille marquait le début d'une période incertaine, faite de nuits sans sommeil, mais aussi de possibles victoires. Lucie prit le document, le caressa du plat de la paume, puis releva la tête. Elle ne pouvait plus, désormais, se contenter de la distance professionnelle imposée par sa fonction. Il fallait sortir de ce bureau, marcher vers la lumière, accepter d'être vue et entendue, vulnérable mais honnête. Elle était prête à porter tout ce que signifiait cette lutte, malgré la peur de ce que cela allait demander, malgré la fatigue bien installée dans ses os. Devant la confiance que lui témoignaient tant d'invisibles, elle refusa de reculer, et c'était l'heure de ne plus se taire, et d'ouvrir la voie à une transformation qui dépasserait enfin les murs, les codes et les habitudes enracinées. Quand Lucie revint dans la grande salle d'audience du palais de justice, elle laissa volontairement sa robe de magistrate dans son bureau. Son pas était calme, presque silencieux sur le vieux parquet, mais chaque mouvement portait un sens évident que personne n'ignora. Son absence de tenue officielle, bien loin d'être perçue comme une négligence, rendit l'atmosphère électrique. Ceux qui étaient assis se levèrent d'un même mouvement, non par automatisme, comme lors des cérémonies protocolaires, mais parce qu'une forme de respect sincère planait à cet instant précis. Certains avaient les yeux brillants, d'autres gardaient une mine grave. Le message, sans un mot, était compris de tous. Lucie n'avait rien fait pour masquer ses blessures. Ses bras portaient encore les marques de récents bandages, son visage gardait la trace de nuits difficiles, et la tête nue annonçait un changement profond. Sa vulnérabilité, exposée à tous sous les éclairages froids de la salle, abolissait d'un coup les barrières qui existent d'ordinaire entre les rôles. Juge, justiciable, employé, spectateurs, chacun se reconnaissait dans le courage qu'il fallait pour apparaître ainsi, entier, sans masque. Le silence, lourd mais chargé de liens, enveloppait l'ensemble des présents dans une émotion partagée. Le choix de Lucie n'était pas seulement symbolique, il transformait la nature même de l'audience. L'attention du public se tournait désormais vers l'essentiel, dépassant la technique juridique et les points de détail contenus dans les dossiers. Chacun saisissait à ce moment-là que la justice, bien avant les procédures, était d'abord une affaire humaine, faite de vérités assumées et de volonté de réparer. Cette réunion devenait alors un authentique moment d'unité. On ne pensait plus seulement au verdict, mais à l'après, à la réparation de ce qui devait l'être, collectivement. Dans ce climat, même les plus sceptiques voyaient s'ébranler leur certitude. L'indignation face au passé se mêlait à la promesse d'une écoute nouvelle, d'un avenir moins figé. Le respect manifesté envers Lucie était aussi un engagement, celui de ne plus détourner le regard, de refuser la complaisance envers les silences destructeurs. Tout le monde comprenait, sans avoir besoin de déclaration, que l'heure avait changé et que les blessures dévoilées ouvraient un chemin pour que chacun, à sa façon, commence à guérir. Lucie, debout au centre de la salle, rassembla son courage et prit la parole d'une voix profonde, sans précipitation. Elle annonça la création d'un projet inédit qu'elle appela « Renouveau transparent ». L'idée n'était pas sortie de nulle part. Elle avait germé dans la douleur, mûri durant toutes ces nuits d'insomnie, où seule devant sa glace, Lucie se demandait comment lutter pour ne plus laisser l'omerta s'installer. Ce projet visait à transformer de fond en comble la manière de travailler au sein du palais de justice de Paris, mais aussi à offrir un exemple à tous les tribunaux du pays. Elle proposa concrètement la révision complète des habitudes,
institutionnelle, d'abord en mettant en place de vraies formations à destination de tous les employés, qu'ils soient magistrats, greffiers ou personnels administratifs. Ces formations ne seraient pas de simples formalités, mais des moments de réflexion collective, animés en partie par d'anciens témoins, des intervenants extérieurs, parfois même des victimes ayant accepté de raconter leur parcours. Ensuite, Lucie expliqua que des canaux anonymes de dénonciation seraient rendus enfin accessibles, gérés non pas seulement par la direction du palais, mais par des organismes indépendants. Cela garantirait à chacun la sécurité indispensable pour parler sans craindre de représailles. Mais au-delà de la formation ou de la parole, Lucie insista sur la nécessité de rendre publiques les procédures d'évaluation des responsabilités. Chacun de ceux qui détenaient un pouvoir, quel qu'il soit, serait soumis à un contrôle transparent. Leurs décisions, leurs méthodes, leur écoute face aux plaintes seraient désormais suivies par une commission indépendante et plusieurs associations citoyennes locales. L'enjeu était de faire comprendre que personne, dorénavant, ne pourrait se cacher derrière son titre ou ses décorations. Dans ses propos, il n'y avait aucune trace de vengeance. Lucie expliqua clairement qu'il ne suffisait pas de condamner ou de punir. L'important était d'assumer ses torts et de prévenir que plus jamais la sécurité d'un poste ne primerait sur la vérité ou la justice. Les yeux dans les yeux, elle transmit sa conviction que ce changement ne serait réel que si chacun, du plus ancien au plus jeune dans l'institution, acceptait d'y contribuer. Ce jour-là, elle traçait des lignes de responsabilité nouvelles, porteuses d'une promesse de transformation durable, dans l'espoir sincère de rendre la justice à la fois plus humaine et plus forte. Le lendemain, le palais de justice s'éveilla dans une ambiance inhabituelle. Les couloirs baignaient dans une lumière matinale qui semblait, pour une fois, différente. Les habitués repérèrent vite ce petit changement. Plus personne ne détournait le regard dans les escaliers. On voyait des files se former dès l'ouverture. Non pas de gens venus faire acte de présence pour valider une formalité, mais de citoyens visiblement motivés à demander justice ou à proposer leur aide. Certains apportaient des dossiers, d'autres se présentaient avec de simples lettres, exprimant le besoin de ne plus garder le silence. Même le bruit des claviers résonnait autrement dans les bureaux. On percevait un sérieux, une attention qu'on n'avait pas connue depuis longtemps. Lucie, un peu avant l'arrivée de la foule, s'accorda un moment seul dans les toilettes du second étage, face au miroir froid et taché d'éclats de calcaire. Sa main effleura sa tête rasée, s'attardant sur les traces visibles qui rappelaient les combats de la semaine passée. Elle savait désormais que chaque marque représentait non pas une faiblesse ou une fonte, mais une histoire à valoriser. Avec ce simple geste du matin, elle se promit qu'aucune de ses blessures ne serait jamais cachée. Son regard se durcit, mais au fond, on détectait sur ses lèvres une pointe de tendresse envers la personne qu'elle était devenue. La journée s'accéléra très vite. Au fil des heures, elle reçut plusieurs messages. L'un d'eux provenait de Karim, collègue investi dans la cellule d'écoute nouvellement créée. Il annonça que de premiers entretiens avaient eu lieu sans incident, et que plusieurs personnes s'étaient senties pour la première fois vraiment écoutées. Une enveloppe posée sur son bureau portait la mention d'une association du 19e arrondissement, prête à soutenir la transformation engagée. Des échos arrivaient aussi de Marseille, Lyon, même Lille. D'autres tribunaux réfléchissaient à suivre le même exemple. Lucie comprit alors qu'il ne s'agissait plus d'un combat solitaire, ni même limité au palais de justice de Paris. Une sonnerie retentit, un numéro connu, celui d'un haut responsable parisien, mais Lucie choisit de ne pas répondre. Elle réalisa que sa place n'était plus dans ces jeux de pouvoir ou sous les projecteurs des titres. Elle ferma le téléphone et reprit une pile de dossiers, décidée à servir, non sur un piédestal, mais là où elle serait le plus utile, aux côtés de celles et ceux qui, jusque-là, n'avaient jamais osé se faire entendre. Le procès, tant attendu, atteignit enfin son dénouement, une sorte de libération silencieuse que beaucoup espéraient sans vraiment y croire. Ce matin-là,
La salle d'audience débordait, des ouvriers, des étudiantes venues des facultés voisines, des retraités du quartier, même des avocats venus en civil, par curiosité ou par conviction. Tous étaient rassemblés par un même désir, mettre fin au cycle des non-dits et offrir une chance honnête à la vérité. Lucie, fidèle à ses convictions, ouvrit l'audience sans artifice. Pas de mise en scène, pas de discours juridique, interminable. Elle énonça d'une voix claire les faits qui étaient reprochés, puis sans détour, retraça l'historique des omissions accumulées au fil des ans. Les dossiers, les noms, les méthodes de travail qui avaient permis à tant d'affaires de rester sous silence. Tout fut posé sur la place publique, sans animosité ni volonté de revanche, mais avec la volonté de rompre avec ce qui avait été toléré trop longtemps. Certains noms bien connus circulaient dans les couloirs du palais presque comme des mythes. Ce jour-là, Lucie trancha cette aura, insistant que la transparence ne pouvait plus jamais être accessoire. Le moment de rendre la décision sur le principal accusé, Gérard, arriva sans le moindre éclat. Gérard, autrefois intouchable président de chambre, se tenait là, la tête basse, dépouillé à la fois de son titre et de ses assurances d'antan. Sa condamnation, loin de provoquer des cris ou des applaudissements, fit naître un sentiment partagé, un miroir, tendu à chaque responsable, chaque témoin, chaque citoyen qui avait préféré ne pas voir. Ce n'était pas seulement la sanction d'un homme, c'était la fin d'un système figé, et tout le monde, dans la salle, sentit cette page se tourner en silence. En terminant la séance, Lucie ne revendiqua pas la victoire. Elle rendit le tribunal à son public, le redéfinissant devant tous, non plus comme un lieu de méfiance ou de peur, mais en un espace de réparation et d'écoute pour toutes celles et ceux dont la voix n'avait jamais porté. Ce jour-là, quand la foule se dispersa lentement dans la lumière de l'après-midi, le palais de justice résonna différemment. Lucie le savait, la justice venait de se donner un nouveau visage, et ce visage, c'était désormais celui du peuple réuni par le courage de la vérité.